Bien, bonjour, bonsoir à vous, les centaines de milliers d'abonnés de Voice of Congo. Et une fois de plus, merci pour vous brancher à l'info en temps réel. En début du mois de novembre, bien sûr, nous sommes au cours du mois de novembre. En début du mois de novembre, la classe politique ou la scène politique ou l'ensemble même de la population, la nation congolaise, était secouée par une nomination pour le moins inattendue du choix, en fait, nomination du Premier ministre, le choix fait par le président pour le poste de Premier ministre, alors que beaucoup donnaient M. Vital Kamerhe comme favori, évidemment c'était M. Sami Badibanga, qui n'est autre que le chef du groupe parlementaire UDPS et allié chef parlementaire, comme je l'ai dit, et c'était lui qui était en fait le choix du président Kabila. Comme je l'ai dit encore, c'était une nomination vraiment foudroyante, si je peux le dire ainsi, peu s'y attendaient. Mais est-ce que c'était vraiment prévu? C'était prédictible, si je peux le dire ainsi. Avec moi ici sur le plateau, j'ai une personne qui a pris part aux assises, parce que rappelons-le, la nomination de M. Sami Badibanga vient en fait des résolutions prises lors du dialogue qui a pris fin le 18 octobre dernier. Ça, c'était la date de la signature des conclusions du dialogue. Et ici avec moi, le président du devoir du gouvernement pour le peuple, il s'agit de M. Chanel Chabani Malekera, qui lui avait pris part aux assises en tant que personnalité invitée, mais il est aussi président du DGP, comme je l'ai dit, et il était présent avec lui. Nous allons un peu de voir qu'est-ce qui s'était passé en fait. On pouvait prévoir aujourd'hui qu'on allait avoir M. Badibanga au lieu en fait de M. Vital Kamerhe ou de toute autre figure connue. Après cela, qu'est-ce qui se passera? À quoi devons-nous nous attendre? En tout cas, beaucoup de questions qui restent suspendues à l'air. Et comme je l'ai dit, j'ai avec moi M. Chabani Malekera. Bonjour, M. Chabani. Bonjour, monsieur Rick. Et il n'est pas seul, il est avec le révérend Francis Kankadjika, qui est, lui, le secrétaire général du devoir du gouvernement pour le peuple. Bonjour à vous. Bonjour, je vous remercie. Nous revenons vers vous, M. Chanel. Comme je l'ai dit dans mon introduction, M. Sami Badibanga, nommé Premier ministre, alors que c'est plutôt M. Vital Kamerhe qui était donné pour favori. Est-ce que c'est ce que vous vous attendez? C'est ça que vous attendiez vous-même? Bon, effectivement, vous savez, moi, je ne pouvais pas dire ou penser ce que Dieu a prévu. Je ne peux pas aller au-delà de la pensée de Dieu. Donc, tout ce qui s'est fait, c'était un accomplissement de Dieu. Donc, le choix du Premier ministre actuel, Sami Badibanga, pour moi, c'était vraiment une satisfaction. Et je pense que je dois normalement, sincèrement dire par là que le chef de l'État a fait un bon choix. Avant que nous revenons sur pourquoi vous pensez que c'est le meilleur choix, M. Sami Badibanga, revenons plutôt sur l'ambiance, parce que comme je l'ai dit, vous aviez pris part aux assises de l'Union africaine, qui avaient pris part à la cité de l'Union africaine. Vous étiez là, sur place, les gens chuchotaient, le mot passé. C'était plutôt Vital Kamerhe. Vous pensiez aussi que ça aurait été Vital Kamerhe? Bon, c'est ce que je venais de dire. Je ne pouvais pas penser que c'était Vital Kamerhe, d'autant plus qu'il n'y avait pas encore aucune confirmation. Donc, c'est-à-dire il y avait des spéculations, il y avait des... Donc, les gens pensaient, les gens ont dit quoi? Les gens, mais jusque-là, il n'y avait pas encore aucune certitude. Donc, pour qu'il y ait une certitude, il fallait que la nomination soit faite. Et c'est par là qu'on devait normalement avoir la certitude. Donc, tout ce que les gens disaient ou pensaient, c'était juste une pensée. Mais il n'y avait pas vraiment... Il n'y avait pas... Pour moi, je dirais que ce n'était pas prédictible que c'est Sami qui sera nommé ou c'est Vital. Donc, tout cela dépendait, disons, du chef de l'État par rapport aux accords qui ont eu, disons... Donc, on a eu affaire aux assises de l'Union africaine. Ouais. Monsieur Chanel, vous êtes un politicien de première classe. Il faut qu'on se le dise, quand vous étiez sur place, quand vous étiez, comme on le rappelle, vous êtes signataire même de l'accord. Bien sûr, quand vous êtes en train de signer cet accord, vous aviez déjà des pronostics, si je peux l'appeler ainsi. Vous aviez déjà une vision de ce que pourrait devenir pour vous l'après-accord, si je peux dire ainsi. Donc, en d'autres termes, ce que j'essaie de dire, c'est que quand vous étiez en train de signer, vous aviez une idée de qui pouvait diriger le gouvernement. Personnellement, maintenant que c'est déjà passé et qu'on a déjà une nomination, qui voyez-vous, qui prévoyez-vous, si je peux dire ainsi? Bon, moi, nous revenons toujours
apparemment, c'est la même question. Parce que, comme je vous ai dit là, il y avait les accords qui étaient signés. Et partant ces accords-là, on ne savait pas encore qui devait être nommé. Hein? Donc, c'est-à-dire, c'était... Bon, il y a eu des pronostics là, mais ces pronostics-là, cela ne signifiait pas que c'était ça, normalement, la réalité. La réalité, c'était une autre chose. C'est comme, à titre d'exemple, ce qu'il y a eu aux États-Unis. Il y a eu des pronostics qui disaient déjà que non, c'est Clinton qui va passer, mais la réalité était autre chose. Donc, c'était maintenant Trump à la place de Clinton. Donc, c'est-à-dire, on peut penser, on peut peut-être croire, mais la réalité, il n'y a que le seul Dieu qui détient ça vraiment à main. Oui. Et juste pour essayer de nous faire revivre ce moment-là, vous avez dit qu'il y avait des pronostics et on sait déjà qu'il y avait le nom de Vital. Quel autre nom circulait encore? Parce que vous étiez sur place. Également, il y avait aussi les noms de M. Sami Badibanga, l'actuel Premier ministre, qui circulait. Donc en fait, ce n'était pas une surprise. Non, ce n'était pas une surprise. Être nommé parce qu'il y avait lui et Vital qui étaient vraiment à l'actualité. Ah oui. Donc pour moi, ce n'était pas une surprise. Ah oui, donc quand il était nommé, j'ai juste présenté mes salutations et mes civilités parce que je savais au moins si Vital ne passait pas, c'est lui qui devait passer. Ok, donc ça c'est en fait une révélation que vous venez de faire parce que pour beaucoup, la nomination de M. Sami Badibanga était un peu comme quelque chose de nouveau, quelque chose d'imprévisible, mais en fait ça ne l'était pas. Et vous aviez dit tout de suite que en fait c'était un bon choix, c'est le meilleur choix pour vous, pourquoi? Si vous essayez un peu de faire la part des choses, vous allez trouver que normalement il y a Semi Mwanda, le chef coutumier qui a beaucoup parlé de ce qui concernait la plupart des gens qui sont dans le gouvernement. Il avait beaucoup parlé, il a aussi même fait voir les gens qui non. Le gouvernement est plein avec beaucoup de gens de l'Est. Il fallait qu'il y ait un équilibre là, qu'il y ait quelqu'un peut-être du Kasaï ou bien de l'Équateur ou bien du Bas-Congo pour qu'il y ait quand même un équilibre là au niveau disons, du gouvernement. Alors quand aussi j'ai vu le Premier ministre Sami Badibanga était nommé, j'ai compris directement que non, c'était un bon choix pour normalement apaiser le climat. Et moi, je pense que jusque-là, tout le monde est satisfait. À moins que ceux-là qui ne sont pas de bonne foi, qui continuent à chuchoter, mais au moins, de ma part, en tout cas, j'étais vraiment tellement satisfait. Et j'ai beaucoup vraiment aussi remercié le bon Dieu du fait qu'il a donné beaucoup de sagesse au chef de l'État de faire cette nomination-là. Ouais. Continuons avec cette histoire de nomination. Aujourd'hui, même en date du 28 novembre 2016, nous avons publié un article sur Wessopon, bien sûr, un article récupéré chez nos confrères de la prospérité, et il y a comme une course, comme je peux dire, un cafouillage au bureau de M. Badibanga, et tout le monde veut un poste, les gens viennent chaque jour, matin et soir, et on le sait, vous êtes le président du DGP, un parti issu de la diaspora, mais qui est aussi installé à Kin. Mais vous êtes ici, présentement avec moi en Afrique du Sud. Vous ne prenez pas part à la course au poste, si je peux dire ainsi. Vous n'avez pas intérêt à avoir un poste dans le gouvernement Badibanga. Bon, messieurs les journalistes, je pense que nous devons être un peu trop pragmatiques. Vous savez, dans la vie, il n'y a que Dieu qui a le dernier mot. Il y a ceux-là qui sont partis en politique disons, sans rien. Et ce n'est pas notre cas. Hein? Dieu nous a fait grâce. C'est-à-dire, nous sommes entrés en politique pour normalement chercher à aider les autres qui sont là. Pour apporter quelque chose, un petit soutien. C'est de cette façon que nous sommes entrés en politique. Nous ne sommes pas
aller là-bas pour aller peut-être chercher comment on doit s'acheter des maisons, ben on va se retrouver de petites choses, de ceci, de cela. Non, non. Nous avons déjà dépassé cette étape-là. Nous reviendrons vers vous sur cette histoire et bien sûr sur un peu plus de l'après-dialogue ou aussi l'après 19 décembre parce que jusque-là, elle reste une date fatidique. Personne ne peut exactement prédire ce qui se passera. Mais très rapidement, j'irai chez le secrétaire général. Juste, vous n'êtes pas entré en politique comme vous l'avez dit pour vous acheter des maisons et tout ça, mais il y a une raison pour laquelle le DGP a pris part au dialogue. Quelle est la raison pour laquelle le DGP a pris part au dialogue? Bon, en fait, merci tout d'abord pour la question que vous m'avez posée. Et puis, je suis content d'être dans un même plateau avec mon président du parti. Je veux dire, la raison pour laquelle nous avons pris part au dialogue, c'est parce que nous avons vu cette nécessité d'abord d'être dans le dialogue. C'est une nécessité parce que nous avons regardé ce qui est le réel besoin du peuple. Et nous avons dit que c'était bon d'aller dialoguer pour un Congo meilleur. Parce que quand nous étions en train de parler du blocage avant les dialogues, parce que le DGP, c'est un parti qui a insisté sur le dialogue. Nous avions vu le blocage. Et l'unique moyen de débloquer, c'était d'aller au dialogue. Donc c'était ça le souci. Nous sommes allés au dialogue. Ce n'était pas pour aller chercher des postes. Et votre rôle se limite à juste avoir peut-être trouvé un passage, avoir débloqué la situation. Vous n'avez pas de rôle dans l'après-dialogue? Non, non, non. Tout parti politique qui se respecte a des objectifs. Conquérir le pouvoir et le garder le plus longtemps que possible. Mais il y a une différence. Chercher le pouvoir par force et conquérir le pouvoir, deux choses différentes. Nous ne sommes pas allés là-bas pour chercher le poste. Nous sommes allés d'abord pour s'exprimer, pour apporter notre contribution par rapport à ce que nous avons trouvé nécessaire pour notre pays. À ce qui concerne le poste, s'il faut que je dise, nous avons fait un travail, nous étions dans le dialogue. Alors si le chef du gouvernement estime que notre travail a été bien fait, qu'il veut que nous puissions continuer à jouer un rôle, nous sommes prêts, nous allons jouer un rôle dans le gouvernement, c'est pas là, évidemment, comme vous le dites vous-même, vous laissez cette prérogative au chef du gouvernement, vous n'êtes même pas dans la course, vous n'êtes même pas là, comme je l'ai dit, votre président est ici, alors que là-bas, il y a des défilés au bureau de M. Badibanga, mais vous êtes ici. Alors je me dis que, supposons juste que vous n'avez pas de rôle primaire ou peut-être de rôle effectif dans le gouvernement, mais que compte faire le DGP après ce dialogue? Quel rôle pensez-vous jouer? Je crois que nous sommes en train de préparer les élections. C'est ça l'objectif principal de ces gouvernements même. Donc nous ne voulons pas être alignés juste pour ces gouvernements, mais nous nous préparons aussi pour les élections. Donc après les élections, il y aura aussi ceux qui auront l'aval du peuple pour être élus, pour être dans le gouvernement. Donc nous sommes là, nous sommes en train de préparer les élections aussi. Nous croyons avec notre petit peuple que nous avons, avec la confiance qu'il nous donne, nous allons être là dans le gouvernement, nous allons diriger. Essentiellement, le DGP, comme je l'ai dit, c'est un parti issu de la diaspora, donc c'est un peu cette connotation qu'on vous donne. Et maintenant qu'il semble que ça a été un peu difficile peut-être d'emballer toute la diaspora dans cette histoire du dialogue, mais maintenant que c'est un peu comme un fait accompli, il y a un accord signé, comment comptez-vous continuer à militer ou peut-être à convaincre ou à apporter à la diaspora les résolutions signées là-bas par votre président? Bon, ce que nous pouvons dire à notre diaspora, de faire confiance d'abord au dialogue et aux accords signés dans les dialogues. Parce qu'il y a eu des accords, nous regardons comment est-ce que ces accords évoluent. C'est d'ailleurs la raison où nous avons un Premier ministre, celui qui va conduire le gouvernement jusqu'à arriver au niveau du dialogue. Donc, de faire confiance, parce que avant même le dialogue, vous vous rappelez, on a eu à faire beaucoup des émissions avec vos confrères, dont nous étions en train de soutenir ces dialogues. Il y a eu dialogue.
Et dans les dialogues, il y a eu des accords qu'on a signés. Regardons comment les choses évoluent par rapport aux accords signés. Et nous allons voir comment ça va donner les résultats plus tard. Nous revenons très vite au président Chabani. Plus d'une fois, lors des interviews avec moi personnellement, vous parliez plutôt, vous prévoyez plutôt au moins 3 ans ou quelque chose possible de 3 ans de transition. Mais maintenant que c'est moins que ça, êtes-vous satisfait des résolutions du dialogue du 18 octobre? Oui, oui, bien sûr. Je suis satisfait. Il n'y a rien à rectifier s'il peut. Il fallait amender quelque chose. Non, bon, ça va jusque-là. Ça va jusque-là. Parce que du fait que tout le monde qui a y à prendre part à ces assises était satisfait, il a même fini par signer les accords, ce qui fait que tout était bien passé. Alors, ça ne sert à rien encore peut-être de chercher à amender ou de rectifier ou de faire quoi que ce soit. Non. Je pense que jusque-là, on est dans les bons. Ouais. Et comme toute autre personne qui a pris part à ces dialogues ou qui a signé ces conclusions, il faut maintenant prêcher à l'opposition qui n'avait pas, qui n'avait pas pris part. Et maintenant, s'il vous est donné l'occasion aujourd'hui de pouvoir essayer d'interpeller aux autres qui n'ont pas signé, c'est-à-dire je parle du Rassemblement et d'autres plateformes dans ces réunions autour du MLC, s'il faut maintenant dire quelque chose pour peut-être essayer de les emballer dans ce dialogue, en fait, dans ces conclusions, que pouvez-vous dire? Bon, jusque-là, les portes restent toujours ouvertes. Hein. Donc, ils sont les bienvenus. C'est-à-dire, ce sont les fils de ce pays, ce sont les filles de ce pays. Donc, moi, je ne pense pas qu'il y a un problème. Parce que toujours, il faut toujours dialoguer, il faut toujours avoir des accords parce que ce sont ces accords-là qui précèdent la Constitution. Donc, pour qu'il y ait une Constitution, il doit y avoir quelques accords, il doit y avoir quelques compromis. Et c'est suite à ces compromis-là que vous devez normalement arriver à atteindre un objectif quelconque. Donc, si longtemps que cela n'a pas encore eu lieu, moi je ne pense pas que ça serait très pertinent normalement de chercher à créer des problèmes là où il n'y en a pas. Moi je trouve que c'est vraiment un peu étrange pour moi de voir le même fils de ce pays, au lieu qu'ils cherchent comment normalement trouver une solution pour que notre pays demeure dans une bonne voie, bon, ils continuent toujours à intoxiquer les gens et à tenir des propos un peu discourtois. Bon, moi, je ne trouve pas ça normal. Donc en fait, ce que vous entendez dire, c'est que vous avez soulevé la question de la sécurité à l'Est lors du dialogue. Mais oui, effectivement, on a essayé de parler, c'est ça. On a parlé, on a plaidé, et puis nous avons été promis, disons, d'une restauration de paix dans notre province. Et voilà, jusque-là, je trouve que rien de mal à signaler jusqu'à ce niveau. Je trouve qu'il y a quand même une amélioration. Oui. Ok, nous reviendrons vers vous juste pour la date du 19 décembre. Juste pour que vous puissiez nous clarifier si en fait le dialogue a une incidence sur ce à quoi on s'attend le 19 décembre. Juste très rapidement avec M. Kakajika, il y a beaucoup qui disputent. En fait, le problème même majeur avec ce dialogue, ce que beaucoup disent discutent son caractère anticonstitutionnel. Ce n'est pas prévu dans la Constitution, il ne fallait même pas un dialogue, il fallait juste des élections. Mais un groupe de gens, un groupe de politiciens se réunissent quelque part et vont dialoguer. Et du coup, les résolutions issues de ce dialogue remplacent de facto la Constitution. C'est ça le problème majeur avec beaucoup de membres de l'opposition qui n'ont pas pris part. Qu'avez-vous à dire sur ça? Je crois s'il faut parler de l'anticonstitution,
Je veux dire, il faut d'abord regarder la raison pour laquelle on a eu le dialogue. Je crois qu'il faut commencer par ça. C'est parce qu'il y a eu un blocage. Peu importe des raisons de ces blocages, ce n'est pas ce que je vais parler maintenant, mais il y a eu un blocage. Ça, il faut être sérieux. Au moment où les élections devaient être organisées, on n'a pas pu organiser les élections à ces temps-là. Mais parce qu'il y avait déjà eu blocage, il fallait chercher à tout prix les voies et moyens, comment débloquer les blocages et puis aller aux élections. Voilà pourquoi nous, DGP, parce que nous sommes un parti qui promeut la paix, nous avions appuyé le dialogue. Donc, c'est vrai, oui, le dialogue n'était pas prévu dans notre constitution, mais le dialogue était venu par rapport au blocage qu'on a eu face à l'organisation des élections. Parce qu'il y a eu des tiraillements ça et là. Les gens parlaient de la CENI. La CENI n'a pas organisé les élections. La CENI va dire, le gouvernement, il n'y avait pas eu le... Alors, pour arranger tout ça, il fallait aller au dialogue. Et l'opposition et la majorité se mettre ensemble pour discuter là-dessus. C'était vraiment ça la raison. La Constitution prévoit au moins une marge de moins 120 jours, dans des cas pareils, dans des cas où les élections ne sont pas tenues en temps. Mais là, avec M. Chabani, ils se sont mis d'accord sur avril 2018 au moins. C'est un peu plus d'une année et plus. Ce n'est pas violer la Constitution encore. Je reconnais notre participation au dialogue, mais le problème c'est que ce n'était plus la question des partis politiques. C'était maintenant la question de la CENI. Si vous vous rappelez, parce que la CENI a dit que c'est un problème technique. Alors, lorsqu'on parle d'un problème technique, il faut voir l'enrôlement, les machines, tous ces temps-là. Donc, ça, c'était purement une question technique qui n'avait pas engagé les partis. Vous vous rappelez, en ce moment-là, c'était vraiment la CENI qui discutait là-dessus. On a appelé les experts de la CENI pour parler là-dessus. Je crois que la résolution du délai qu'on a donné ne dépendait plus des partis politiques ni du DGP que nous sommes. C'était vraiment un problème de la CENI. C'est la CENI qui a réglé ces problèmes et qui a donné cette période-là par rapport au temps que lui a estimé bon qui va organiser les élections à cette période. Alors, par rapport à la CENI, vous dites que c'est un problème purement technique. Et certains qui appelaient à la tête, ceux qui voulaient la tête de M. Kabila, en fait, en tant que président de la République, il est supposé être le garant de la Constitution. Il avait eu 5 ans pour se rassurer, pour faire de son mieux qu'il y ait des élections en 2016, mais il ne l'a pas fait. Si on prend parmi les raisons chefs du rassemblement, c'est qu'ils veulent un dialogue, ils sont conscients qu'il n'y a pas moyen de tenir des élections en 2016, en tout cas, il n'y a pas moyen. Il faut aller aux élections, mais il faut aller au dialogue, mais sans M. Kabila, parce qu'en tant que garant de la Constitution, il n'a pas pris les choses en main, il n'a pas respecté ses responsabilités, et d'office, il doit être peut-être même inculpé pour trahison. Que dites-vous? Cette question, c'est une question très pertinente que je vais aborder avec beaucoup de sagesse. Je crois qu'il y a eu des résolutions dans le dialogue. Cette formule de partir dans les élections sans Kabila, parce que tout ce qui s'est passé dans la Constitution, je pense que ça c'est une responsabilité que on va discuter ici. Parce que nous restons au niveau des résolutions. Ce qui a été résolu dans les dialogues, ce qui doivent être fait pour apporter la paix dans le Congo. Si vous vous rappelez, d'ailleurs, les résolutions de ces dialogues, c'est juste pour amener une paix au Congo. C'est juste pour amener une paix au Congo, les gens doivent se mettre d'accord et partir de cette manière-là. Pour dire il faut partir sans Kabila, tel que d'autres partis politiques l'estiment, je crois que ça les engage. Ça les engage. Vous ne pensez pas ainsi? Non, ce n'est pas que nous ne pensons pas ainsi, nous restons dans la résolution des dialogues. Parce que nous avons appuyé les dialogues. Alors, si nous partons en dehors de ce qui a été prévu là-bas, c'est que nous partons en dehors des accords prévus. Nous restons dans les dialogues, nous marchons selon qu'il a été prévu. Monsieur Chanel, il y a eu un accord, il y a eu un dialogue, en fait, je voulais dire, il y a eu un accord signé. Alors, il y avait une constitution qui limitait le mandat de M. Kabila au 19 décembre, donc il avait 5 ans pour respecter cette constitution, 5 ans qu'il n'a pas respecté. Maintenant, il y a un accord
qui sort un texte dont lui n'est même pas l'un des principaux signataires, on a juste remis le texte en fait. Pensez-vous que s'il n'a pas été en mesure de respecter une constitution qui a été acceptée par référendum au niveau de toute une nation, acceptera-t-il de respecter ou pourra-t-il respecter un texte qui a juste été signé par un groupe de politiciens? Bon, monsieur le journaliste, moi je pense que Kabila Kabila n'est pas un fou, ou Kabila n'est pas un enfant. C'est quelqu'un qui a une maturité et c'est quelqu'un qui a pris des engagements vis-à-vis de sa population. Ce qui fait que je suis convaincu, j'ai cette conviction que Kabila pourra respecter ses engagements du fait qu'il y a eu la présence de la communauté internationale et aussi l'Union africaine. Donc, pour moi, je ne pense pas que Kabila pourra encore changer pour faire autre chose. Vous parlez de la présence de la communauté internationale, mais n'empêche, cette même communauté internationale ne cesse pas de brandir de menaces, notamment des sanctions contre l'entourage du président Kabila. C'est là en dépit, bien sûr, de la signature d'un accord. Pensez-vous que la communauté internationale était vraiment présente ou elle s'est juste présentée peut-être? Non, non, la communauté internationale était présente. Et vous savez, et nous devons aussi normalement essayer un peu disons, de dénoncer ce genre de personnes qui veulent beaucoup s'impliquer dans les histoires du Congo pour disons, pour leur profit, pour leur intérêt. Il y a eu déjà des accords qui ont été signés par les partis, disons, par les différents partis politiques. Donc, moi, je pense qu'ils doivent aussi cesser normalement d'intoxiquer la population davantage. C'est-à-dire, l'accord a été signé et c'est ces accords-là qui vont maintenant nous permettre de mettre le batterie en marche pour normalement arriver disons, à organiser les élections libres et crédibles. Donc vous demandez aussi un retrait des sanctions contre certains généraux et proches du président Kabila. Oui, pourquoi on va les sanctionner? Qu'est-ce qu'il y a eu pour qu'ils soient sanctionnés? Non. Il y a eu déjà des accords et ces accords-là seront respectés et nous tous, nous restons dans la même logique de ce qui a été signé. Alors, vous étiez là pendant que le dialogue s'était né à Kinshasa, à la cité de l'OIA, et pendant même que le dialogue était encore en cours, les tractations en cours, les travaux en cours, la population avait marché, il y avait eu de morts. Pensez-vous que la population adhère vraiment à vos conclusions? Bon, il faut savoir c'est quel genre de la population qui a marché, qui a fait cette manifestation. C'est-à-dire la plupart de disons de cette population, c'est une population qui a été corrompue. Parce que du fait que comment vous pouvez normalement chercher à faire la manifestation pendant que les autres se trouvent encore en train de dialoguer. Il n'y a pas encore aucune conclusion ou aucun compromis et vous commencez directement à faire des manifestations. Dans la logique des choses, moi je ne pense pas que c'était pertinent, ce n'était pas vraiment une bonne idée. Moi je pense qu'ils ont quand même ils ont fait ce qu'ils ne devaient pas faire. Ce n'était pas le moment. De soulèvement et violence, Ouais. il y a des gens qui promettent des soulèvements, en tout cas qui promettent une série de violences en tout cas. Commençons par le 19 décembre. Le président essaie de répondre à cette question, mais à sa manière, des dialoguistes peut-être. Vous, que pensez-vous des partis politiques qui disent que, en fait, le 19 décembre, c'est le soulèvement populaire, le 19 décembre, il faut être à la rue,
le 19 décembre, il faut montrer à Kabila, chasser Kabila par la petite porte peut-être. J'aimerais d'abord préciser des choses à ce niveau pour dire, en politique, il y a des réalités. Il y a, il y a des choses imprévisibles qui arrivent en politique. Et 2GP, c'est un parti démocratique. Nous respectons les avis des uns et des autres et nous promouvons la liberté d'expression des gens selon leur philosophie politique. Cela revient à dire que nous ne pouvons pas refuser les gens de marcher ou bien de faire des soulèvements aussi longtemps que ces choses qu'ils sont en train de faire est dans la politique de notre pays. Mais ce que nous DGP, nous sommes en train de demander à notre population, c'est de garder le calme. Pourquoi je dis le calme? Parce que les troubles profitent à qui? C'est ça la question que nous posons. Les troubles profitent à qui? Les Congolais sont morts. Beaucoup de Congolais. Chaque fois qu'il y a des troubles, il y a des morts. Mais ce que nous déplorons, on ne parle jamais de ces morts-là. Il y a les familles qui sont en deuil chaque jour, il y a des gens qui pleurent. Mais ces morts en question, on ne parle pas de ces gens-là. Ils partent comme ça. C'est fini dans l'histoire, c'est effacé. Donc, les partis politiques qui veulent l'Armageddon, qui veulent le trouble, ça c'est leurs avis. Nous aussi, comme un parti politique, nous ne pouvons pas se lever ici dans un plateau, commencer à leur interdire. Non, ce n'est pas à notre niveau. Nous parlons à une population qui nous écoute aussi, de garder le calme, de faire confiance à ce qui a été signé dans le dialogue, de regarder comment est-ce que les choses marchent jusqu'à la fin. Et puis nous allons voir ce qui va se passer à la fin. Vous dites que vous n'empêcherez pas la population de la démocratie. Non, je parle de ces partis politiques. Non, vous avez dit que vous n'avez pas un problème avec un soulèvement, c'est-à-dire une manifestation de la part de la population. Vous n'avez pas un problème avec ça. Mais c'est interdit, actuellement c'est interdit sur presque toute l'étendue de la RDC. Peut-être un mot aux autorités qui ont interdit en fait toute manifestation politique en RDC. Il y a encore une violation de la Constitution si on peut... Ce que je veux dire, les marches, la population doit démarcher. Ça, il faut être sérieux à ce niveau. On ne peut pas refuser à la population de marcher. Mais ce que nous déplorons ici, c'est les troubles. C'est ce qui s'est fait derrière les marches. Parce qu'il y a ce que moi j'appelle des agendas cachés des gens derrière ces marches-là. Les gens veulent les casser des histoires, ils veulent piller, des morts. Marcher, ce n'est pas un problème. Mais ce qui se passe derrière ces marches-là, c'est ce que nous déplorons. C'est là où il y a un problème. Mais si je veux dire aux autorités, si peut-être il y a des marches comme ça, s'il faut encadrer les gens calmement, parce qu'on ne peut pas refuser à une population de marcher. Les gens vont marcher, mais s'il faut encadrer les marches là, pour qu'il n'y ait pas de cassures, pour qu'il n'y ait pas de troubles, c'est de leur droit de marcher. Là, bien sûr, nous sommes avec des cadres de DGP, le président, en fait, le devoir du gouvernement pour le peuple, nous avons le président ici sur le plateau, le président qui est signataire de l'accord du 18 octobre à Kinshasa, M. Chanel Chabani Malekera, et nous avons aussi le secrétaire général, M. Francis Kankadjika. Le DGP est un parti qui se veut centriste, un parti issu de la diaspora, bien sûr. Bien sûr, monsieur, là, nous sommes presque vers la fin de notre entretien centré sur la nomination, un entretien qui a été centré sur la nomination de monsieur Badi Banga et sur le rôle que jouera désormais le DGP dans l'après-dialogue. En mot de la fin, monsieur SG, on commence par vous. Comme le mot de la fin, je veux dire à la population de garder son calme et aux politiciens de notre pays, le Congo, d'être sages, surtout pendant ces temps de la fin où nous sommes en train d'aller vers le virage le plus sensible de l'histoire politique de notre pays. Nous demandons vraiment aux politiciens de notre pays de regarder bien leur message,
des choses qui vont dire à la population, parce que cela va rester dans l'histoire de notre pays et ça ne sera jamais oublié. Ça ne sera jamais oublié, un virement sensible dans l'histoire de la RDC. Président Chanel Chabani Malekera, la parole est à vous parce qu'on sait qu'il y a beaucoup qui sortira de votre bouche, d'autant plus que vous avez fait, comme en anglais on dit, experience first hand, le dialogue lui-même, toutes ces finances. Vous étiez là à Kinshasa, aujourd'hui des retours de votre siège de la diaspora. Que dire spécialement à cette diaspora? Oui, moi, monsieur le journaliste, c'est ce que je disais. Je demanderais vraiment à notre chère population de garder le calme et vraiment de ne pas beaucoup se confier à des détractations qui se font du jour au lendemain par nos confrères politiciens. Parce que le moment donc que notre pays est en train de traverser, c'est un moment très crucial qui demande beaucoup d'observation et beaucoup de sagesse. Donc, j'ai vraiment besoin à ce que mon pays continue à demeurer dans une paix très absolue. Et pour que nous ayons cette paix-là absolue, il nous faut quand même beaucoup de sagesse. Donc, ayez vos apaisements et ne cherchez pas normalement à être induit en erreur par les politiciens de mauvais goût. Donc, ils ne veulent qu'ils ne cherchent pas à comprendre que les accords qui ont été signés, ce sont ces accords-là qui vont nous permettre normalement à pouvoir organiser des élections dans les jours à venir. Et je dis, et je vous remercie. Il nous dit, il nous remercie, là, c'est monsieur Chanel Chabani Malekera, qui est président du devoir du gouvernement pour le peuple, qui aujourd'hui, dès son retour en Afrique du Sud, après avoir pris part aux assises de la cité de l'OIA, qui avait abouti par la signature de l'accord du 18 octobre, il est revenu parmi nous ici dans la diaspora et bien sûr a fait un compte rendu de ce qui s'est passé là-bas. Il demande l'apaisement pour le 19 décembre et même après. Il n'était pas seul comme invité aujourd'hui, il avait avec lui le SG de son parti, M. Francis Kankachika. Et bien sûr, à la technique, une fois de plus, c'était cette grande maison qui nous accueille toujours, nous supporte, nous soutient très techniquement, la maison Pi Media, qui une fois de plus nous a apporté de l'image impeccable. Quant à moi et à toute l'équipe de Voice of Congo, on vous dit merci et à la prochaine.